Ce soir, une incursion dans le monde des trafiquants de cocaïne. En 2014, le corps démembré du jeune Frédéric Lavoie, originaire de Québec, est retrouvé en Colombie. C'est la mafia qui est derrière ça. C'est un monde séduisant, avec son style de vie extravagant et ses promesses de fortune. Mais c'est aussi un univers impitoyable. C'est sûr qu'il cherchait tous les moyens pour faire le plus d'argent possible. Je pense qu'il aimait le standing que ça pouvait lui apporter, le sentiment de pouvoir. Notre journaliste Martin Movilla s'est rendu en Colombie pour tenter d'élucider le mystère des derniers jours de Frédéric Lavoie. Lavoie voulait jouer dans la cour des grands. Mais avait-il tout ce qu'il faut pour frayer dans ce milieu? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Bienvenue à Enquête. Alors bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse. En novembre 2012, la police frappe et démantèle un réseau de trafiquants de drogue. L'opération s'appelle LOCAS. Nous pouvons donc affirmer avoir réussi à neutraliser ce réseau en portant des accusations non seulement contre les distributeurs, mais également contre les têtes dirigeantes de ce réseau. 6 hommes sont décrits par la police comme les têtes du réseau. Parmi eux, il y en a un qui détonne, Frédéric Lavoie, un jeune homme de Québec dont on n'a jamais entendu parler. Des documents de cours nous aident à vous raconter son histoire, de son ascension fulgurante jusqu'à sa mort terrible, loin des siens. Ces traces nous ont amenés en Colombie. Encore aujourd'hui, la Colombie est le principal producteur de cocaïne du monde et ce pays est intimement lié à notre histoire. Par ici, c'est la seule possibilité de travail qu'on a. Récolter des feuilles de coca pour faire vivre notre famille. Selon les Nations unies, la Colombie, le Pérou et la Bolivie produisent plus de 1100 tonnes de cocaïne par année. À la frontière, le kilo transformé se vendra jusqu'à 4 millions de pesos. Et vous avez obtenu combien pour la produire? À peine plus d'1 million. C'est le prix après la transformation des feuilles de coca en cocaïne. Ce commerce devient souvent le moteur de l'économie des régions pauvres. Une fois arrivé au Canada, le kilo vendu dans la rue peut laisser jusqu'à 80 000 $ de profit. Ces bénéfices font rêver ceux qui voudraient devenir riches facilement. Les organisations criminelles en profitent pour recruter de nouveaux membres. Frédéric Lavoie est né dans la région de Québec. Il y a grandi, entouré de ses amis et de sa famille. Il travaille comme barman sur la Grande Allée. Cette personne a été proche de Frédéric Lavoie. C'est l'ambition qui l'a ramené là-dedans. C'est sûr, c'est l'ambition. Avec les résultats, on peut voir que ça en valait pas la peine. Lavoie n'avait pas le profil d'un criminel. Une personne sans dossier criminel peut devenir une personne très importante dans le rouage d'une organisation criminelle. Philippe Paul a fait des enquêtes dans le monde des stupéfiants durant 20 ans. Il connaît bien la mentalité des trafiquants qui s'associent à des gens au dossier sans tache. Ces personnes-là, sans dossier judiciaire, peuvent fréquenter et traverser les douanes canadiennes, américaines ou autres sans laisser de traces, passer sous le radar. Officiellement, Frédéric Lavoie est un entrepreneur qui tire ses revenus de l'industrie du tatouage. En 2009, il achète un appartement dans un édifice devenu célèbre, le Mille de la Commune. C'est un bel immeuble, mais avec beaucoup de logements huppés qui sont parfois loués à des gens du crime organisé. Pourquoi cette adresse-là est ciblée par ces gens-là? Parce que c'est un endroit, pas fortifié, mais un endroit sécurisé, afin de pouvoir transiger leurs activités à l'abri de tous, surtout de la police. L'ascension de Frédéric Lavoie aurait été favorisée par les circonstances. Selon la police,
c'était le bon moment pour s'accaparer le marché de la drogue. Il y a eu de nombreuses opérations policières au cours des dernières années, qu'on parle de colisées qui étaient faites par la Gendarmerie royale du Canada, de Axe qui étaient faites par le SPVM ou de Shark par les escouades régionales mixtes. Ça a laissé une certaine place à des organisations criminelles. Une de ces associations va mener Lavoie jusqu'en Colombie. Nous sommes allés consulter un champion de la lutte antidrogue de Colombie, le général Oscar Naranjo. Le général nous a donné cette entrevue quelques jours seulement avant de devenir vice-président de la Colombie. Il y a 20 ans, un citoyen canadien n'aurait jamais pensé venir acheter de la drogue directement à la source. Aujourd'hui, il peut penser que c'est possible, et ça l'est. Dans le passé, les cartels voulaient contrôler toutes les étapes du narcotrafic, et personne ne venait jouer sur leur terrain. Aujourd'hui, ces organisations sont globales, et elles veulent minimiser les risques. Si pour réduire les risques, quelqu'un du Canada doit venir en Colombie pour transporter la drogue, les cartels vont le permettre. Pour faire parvenir la drogue à destination, les organisations collaborent plus que jamais. La cocaïne franchit de grandes distances avant d'arriver au consommateur. On la transporte parfois à travers la cordillère, parfois sur les fleuves. Finalement, la drogue arrive au port de la côte pour être embarquée vers une destination plus au nord. En fait, presque toute la drogue passe par l'Amérique centrale ou par le Mexique. Un narcotrafiquant colombien a accepté de nous parler de son commerce, à condition de cacher son identité. On envoie la drogue au Mexique et ils sont responsables de la faire rentrer clean au Canada. Si on parle des moyens de transport, on peut dire qu'on les utilise tous. Les voitures, les avions. Dernièrement, on a envoyé de la marchandise en utilisant des troncs de bois et ça a bien marché en les envoyant par bateau. On est assez ingénieux. On a même inventé des sous-marins. Des semi-submersibles comme celui-ci peuvent transporter jusqu'à 2 tonnes de cocaïne. Côté Pacifique, la drogue peut transiter par le canal de Panama ou voyager directement vers la côte est de l'Amérique du Nord en passant par l'Amérique du Sud ou les Antilles. Une fois aux États-Unis, ce sont les cartels mexicains qui se chargent de transporter la drogue. Dans l'est du pays, c'est le célèbre cartel de Sinaloa qui s'en charge. Mais tous ces efforts ne servent à rien si la drogue ne se rend pas à bon port. Elle doit rentrer au Canada. Une porte d'entrée est une personne qui va faciliter l'entrée de la drogue. Par exemple, un douanier qui va faciliter l'entrée par un port d'entrée, que ce soit par camion ou par conteneur. Les organisations qui n'ont pas accès à ces portes-là vont tenter d'importer de la drogue de toutes les façons imaginaires possibles, que ce soit caché dans des plateaux de service dans les avions, que ce soit caché dans des ananas dans les conteneurs, dans les palettes de bois pour transporter la marchandise ou autre. Mais à chaque fois, il y a un risque. Le risque de faire saisir la drogue. Des associés de Frédéric Lavoie ont mis au point un ingénieux moyen de transport. Une entreprise et un propriétaire au dossier sans tache servent de couverture à l'importation de la drogue. Des camions vont chercher des roulottes neuves aux États-Unis, en toute légalité. Lors de procédures judiciaires récentes, un ancien chauffeur raconte comment il a été recruté. Il me demandait si j'avais mon passeport, mon permis de conduire. J'avais pas de casier judiciaire. Il m'a dit, tu vas aller aux États-Unis, tu vas amener du pot, puis tu vas ramener de l'argent. Il m'a dit que je ferais 3 500 $ par voyage, que j'en ferais un à toutes les semaines, même des fois peut-être 2. La drogue est chargée dans un double fond. On passait à Sarnia ou Windsor, parce que c'est les 2 grosses douanes dans ce coin-là. Fallait passer à 7h, 7h30 le soir, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait plus d'achalandage, donc il passait moins de temps sur chaque personne. On disait aux douaniers, on s'en va chercher un trailer. Si on n'avait pas les roulottes, on n'allait pas aux États-Unis. C'était la couverture idéale. Une fois la frontière franchie, les instructions sont envoyées par messagerie cryptée sur BlackBerry. C'est là qu'on recevait notre destination.
Bon, là, tu vas t'en aller à New York voir telle personne, communique avec lui à tel numéro. Car au lieu d'aller chercher la roulotte, le chauffeur bifurque vers son lieu de livraison. Il livre le cannabis à l'un des différents clients américains et ramène un sac d'argent. Après, le chauffeur récupère la roulotte et revient vers l'Ontario, puis le Québec. Beau temps, mauvais temps, on file vers l'entrepôt où l'argent est livré à l'organisation. Le chauffeur raconte que son patron est généreux. Une soirée dans un bar, on dépensait 15-20 000. Là. Il payait tout le temps comptant. Il payait la traite à tout le monde. Le transport devient plus stressant. Lors d'une livraison à Chicago, le chauffeur fait face à des clients mexicains plutôt nerveux et ramène une cargaison inattendue. On est allé dans un entrepôt. Là, il y avait des hommes armés avec des semi-automatiques. C'est là que j'ai vu qu'il se passait quelque chose de différent parce que j'avais jamais vu d'armes avant ça dans aucun de mes transports. Pour la première fois, au lieu de sacs d'argent, le chauffeur rapporte des boîtes remplies de cocaïne. De retour au Québec, le chauffeur se fait sermonner. Je me suis fait dire que je pourrais plus retourner à Chicago parce que j'avais conduit croche, que je les avais mis sur les nerfs, puis que je savais pas avec qui je faisais affaire, que c'était des cartels mexicains, des gens vraiment dangereux parce que ils voulaient me retrouver. Le témoin raconte qu'il est allé travailler pour Frédéric Lavoie, qui, selon lui, s'approvisionnait en cocaïne grâce au stratagème des roulottes. Lui, c'était un fournisseur de cocaïne pour Montréal et les environs. Je m'occupais d'aller voir ses clients, d'apporter les kilos qu'ils avaient besoin, de récupérer l'argent, de la compter. J'allais à Ottawa, sur la rive nord, sur la rive sud, partout où il me disait d'aller. Puis là, j'étais payé au kilo que je transportais, 250 $ par kilo. Il y avait toute son organisation à lui, Frédéric Lavoie. Il y avait ses runners, ses chauffeurs, ses associés. Ça roulait vraiment, ses affaires. Les parkings de centres commerciaux sont témoins de rendez-vous mystérieux où s'échangent la drogue et l'argent, parfois des centaines de milliers de dollars. Les proches de Frédéric Lavoie remarquent son train de vie. C'est sûr que oui, il y avait un train de vie qui justifiait pas comment moi je le connaissais. Moi, il me disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises, puis aussi qui prêtaient de l'argent, comme un Shylock, avec de l'intérêt élevé, ce qui était assez plausible. La police commence à s'intéresser à lui. Les filatures, l'écoute électronique et le travail d'agent d'infiltration permettent d'en apprendre davantage sur ses activités. La police prépare une opération majeure contre l'organisation, mais certains membres ont été prévenus. C'était « il va y avoir une descente ce soir ou dans les prochains jours ». Je me suis fait arrêter le lendemain. Le matin de l'opération, le 1er novembre 2012, Frédéric Lavoie n'est pas chez lui, comme plusieurs autres accusés. Le public apprendra plus tard que c'est le policier Benoît Roberge qui a vendu cette information au motard. Frédéric Lavoie part en cavale. Mais qui doit-il craindre le plus? La police? Ses présumés complices? Ou bien d'autres criminels? La suite de notre enquête dans un instant. Medellín, c'est une ville colombienne très connue dans le monde. Elle est synonyme de richesse, d'innovation et d'avenir. On oublie presque qu'elle a été l'une des villes les plus violentes au monde, la capitale mondiale du narcotrafic et le siège social du redoutable cartel de Medellín. Le nom de Pablo Escobar est aujourd'hui une marque de commerce qui attire les gens. Je dirais que la moitié des gens aiment Pablo, surtout dans les quartiers pauvres. Pour eux, c'est un héros. Mauricio est le guide d'un tour de plus en plus convoité par les étrangers. Deux Américains qui n'ont pas voulu être identifiés nous ont permis de faire la visite avec eux. Le cartel de Cali voulait tuer la famille d'Escobar. Ici même, la famille de Pablo Escobar a bien failli périr dans un attentat. Même l'un de ses anciens collaborateurs, Jaime, gagne sa vie en racontant les exploits de son patron. C'est lui qui a commencé les tours guidés. Avant ça, c'était tabou. Mais celui que l'on présente aujourd'hui comme un mythe
était, dans les années 80 et 90, le plus grand exportateur de drogue au monde. Après avoir tenté sa chance comme politicien, il s'est lancé dans une véritable guerre contre les autorités. Bombes, kidnapping, il s'en est pris aux policiers, aux magistrats, aux politiciens. Il a fait des milliers de morts. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. On est près de l'endroit où il a été tué. La police a tiré sur ses gardes du corps et Escobar a couru sur le toit. Pablo Escobar est ici omniprésent. Sa tombe est toujours fleurie. On a même nommé un quartier en son honneur dans les bidonvilles où il a construit des maisons pour les pauvres. La ville a essayé de changer le nom du quartier. Il ne voulait pas qu'on parle de Pablo Escobar. La légende d'Escobar est plus vivante que jamais à Medellín, là où le narcotrafic n'a jamais cessé. Ici, c'est l'endroit où Escobar a grandi. C'est Envigado. Au nord de Medellín se trouve la petite municipalité d'Envigado. C'est de là que Pablo Escobar gérait ses affaires avec l'aide de son escadron de la mort qu'on appelait la Oficina de Envigado, le bureau d'Envigado. Avant d'aller commettre leurs assassinats, les tueurs à gages, qu'on appelle les sicarios, vont se recueillir devant la Vierge qui leur est dédiée. À la mort d'Escobar, au lieu de disparaître, cette mafia de Medellín est devenue plus puissante et plus active que jamais. À Medellín, plus de 13 000 personnes travaillent aujourd'hui pour cette organisation. Ce spécialiste du crime organisé vit sous la menace des groupes criminels. Son bureau est littéralement blindé et il ne se déplace jamais sans ses gardes du corps. Il s'appelle Luis Fernando Quijano. On le consulte de partout car il connaît les méandres du monde criminel. Il explique comment fonctionne aujourd'hui l'organisation qui a pris la place du cartel de Medellín. D'abord, il y a les hommes de main, les tueurs. Au-dessus, il y a les chefs. Puis, le conseil de direction au siège des représentants des différents clans mafieux. En haut de la hiérarchie, on retrouve les patrons. Et les patrons des patrons. Ce sont des entrepreneurs, des politiciens, des autorités, et ils sont très puissants. C'est une grande entreprise avec un bras armé. Il confirme la présence criminelle transnationale dans son pays. Le cartel mexicain de Sinaloa est ici. Sont aussi présentes les mafias russes, chinoises et italiennes. Quand elles font la paix, il y a moins d'homicides, ça diminue la violence. Mais pas la criminalité. Et c'est ce qu'on vit à Medellín aujourd'hui. C'est dans cette réalité qu'atterrit Frédéric Lavoie en mars 2014. Il est en fuite depuis plus d'1 an. Mais on ignore où il s'est caché tout ce temps-là. Sa fiche d'Interpol le décrit comme l'un des criminels les plus recherchés au Canada. Quelques semaines plus tard, on découvre un corps aux alentours de Medellín. Le cadavre démembré et emballé dans des sacs en plastique a été trouvé par le propriétaire d'un terrain tout près de ce pont. Le corps est identifié par les services de médecine légale. C'est celui de Frédéric Lavoie. Nous avons demandé à notre expert ce qu'on dit dans le monde criminel sur ce meurtre. On m'a dit qu'un Canadien est venu faire des affaires ici et qu'il n'a pas rempli sa part du contrat. Ça a mal tourné. Mais dans la région, un meurtre comme celui de Frédéric Lavoie ne peut pas se faire sans l'accord de la mafia locale. Certains sont venus de l'étranger et de la mafia italienne pour faire des affaires. Mais la mafia de Medellín leur a dit « Ici, c'est nous qui avons le contrôle et vous devez obtenir notre permission. » Est-il possible de commander un assassinat en Colombie depuis l'étranger? C'est très facile. On n'a qu'à faire un appel ou on envoie un message à nos partenaires d'affaires et on leur demande d'embaucher quelqu'un pour résoudre le problème et ils s'en occupent.
nous avons poussé notre recherche dans le monde interlope de Medellín. Un narcotrafiquant local confirme: Ici, on dit « le chien danse grâce à l'argent ». Tout peut s'obtenir avec de l'argent. Dans ce pays, il y a tellement d'inégalités que si l'on offre de l'argent, les gens vont faire ce qu'on leur demande. Notre visite ne passe pas inaperçue. Nos recherches dérangent, surtout les fonctionnaires de l'État. Voici ce que nous rapporte notre collaborateur, un journaliste reconnu à Medellín. Une de mes sources m'a dit « Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire-là ». Son patron, qu'il ne peut pas nommer, lui a demandé « Qui est en train de réveiller tout ça? Qu'est-ce qu'il veut savoir, au juste ?» Ça fait des années que je travaille comme journaliste et que je fais des enquêtes. C'est la première fois qu'on me met autant de bâtons dans les roues. Des informations nous parviennent alors du monde criminel. C'est délicat parce que des policiers seraient impliqués dans la mort de Lavoie. La question demeure, pourquoi Frédéric Lavoie a été tué de façon aussi violente? Et surtout, que venait-il faire en Colombie? En tout cas, ce présumé trafiquant n'était pas comme les autres. Mais Martin, pourquoi la situation est devenue aussi tendue? Dès notre arrivée à Medellín, on s'était rendu compte que notre présence dérangeait. Avant de partir, on avait contacté des gens des autorités, même des gens des groupes criminels. Mais quand nous sommes allés sur place, on s'était rendu compte, nos collaborateurs, nos sources confidentielles et nous-mêmes, qu'il y avait des gens qui voulaient ériger une espèce de mur de silence autour de cette histoire. Du côté des autorités, les gens sont tous tombés malades pendant une semaine, et du côté du groupe criminel, on a compris qu'à travers des messages, on leur disait qui veut réveiller ces morts-là, qui veut parler de ce meurtre-là. C'était tombé aux oubliettes. Pourquoi ils sont intéressés? Donc c'est certain que notre seule présence n'était pas très aimée par des gens de l'État et des gens des organisations criminelles. Pourquoi vous pensez que vous avez été accueillis comme ça? Disons que du côté des autorités, il y a quelque chose à comprendre. Les gens à Medellín ne sont pas contents de voir cette association qu'on fait en permanence, surtout à l'étranger, entre criminalité, narcotrafic et cette ville qui a beaucoup changé, qui a moins de meurtres aujourd'hui, qui a moins de violence. Mais d'autre côté, il est certain, vous allez découvrir dans l'histoire, qu'il y avait des gens suffisamment puissants à Medellín pour essayer de nous empêcher de creuser un peu plus sur cette histoire, de savoir ce qui est arrivé. Et en fait, on s'était rendu compte rapidement que les gens qui étaient derrière ça, ils ne voulaient pas que cette histoire sorte au grand jour. Ici, c'est le paradis sur Terre pour les narcotrafiquants. Ici, on est tout près de la frontière avec l'Équateur. Pour nous, la plante de coca, c'est une bénédiction parce que ça nous permet d'envoyer les enfants à l'école et d'avoir de quoi manger. Les plantations de coca sont immenses et les prix sont bas. C'est ce qui incite certains étrangers à venir s'approvisionner sur place. C'est par la frontière de l'Équateur que Frédéric Lavoie serait entré en Colombie. Après, selon nos sources, Lavoie est allé à Cali, la 3e ville du pays, pour y rencontrer une femme. Les autorités colombiennes ne savent pas qui elle est, mais elle l'aurait accompagnée ensuite à Medellín. Dès son arrivée, Frédéric Lavoie aurait essayé de refaire son réseau d'importation de cocaïne. Le général José Mendoza, directeur de la lutte contre la drogue, a enquêté sur ses activités à Medellín. Il ne s'agissait pas de trafic important. C'était plutôt planifier des envois de drogue et utiliser des personnes comme courriers, des mules. C'est ce que nous dit l'enquête. Le consortium dont aurait fait partie Frédéric Lavoie était composé de groupes du Québec, de l'Ouest canadien, de la Colombie, du Mexique et même de la Grèce. Une vraie multinationale de la drogue, mais qui n'aurait pas de structure établie comme les Hells Angels ou la mafia. N'étant pas sur des bases solides, ne connaissant pas tous les joueurs qui travaillent au sein de ton organisation qui a été restructurée au sein de plusieurs groupes, à ce moment-là, tu risques de créer une faille et cette faille-là, la brèche, fait en sorte que la police peut infiltrer
peut travailler plus facilement une organisation qui n'a pas l'expérience de contrer toute infiltration policière. À la suite de l'opération Locass en 2012, on accuse ces 6 hommes d'avoir importé de très grandes quantités de cocaïne et d'en faire la distribution. Parmi eux, Larry Amero. Sur Facebook, il ne cache pas son appartenance aux Hells Angels. Il vient de Colombie-Britannique. En 2011, la voiture qu'il conduisait a été criblée de balles. Il était en compagnie d'un trafiquant de drogue notoire, mort sur le coup. Dans l'affaire Locass, qui date de 2012, un juge a récemment décidé d'abandonner les accusations contre lui pour cause de délai déraisonnable en raison de l'arrêt Jordan. Shane Kenneth Maloney, lui, a plaidé coupable à des accusations de trafic de cocaïne. Dans ses entrepôts, on a aussi retrouvé un grand nombre d'armes à feu et des explosifs. Philippe Paul a participé à son arrestation. C'est pas le genre de personne que la police pourra obtenir beaucoup de détails parce que c'est un criminel endurci. Et puis, sa façon de faire au cours des dernières années a fait en sorte qu'il est devenu une étoile montante du crime organisé. Mais ça reste, dans mon livre à moi, un trafiquant notoire. 2 des présumées têtes dirigeantes identifiées dans le Locass sont encore devant les tribunaux, Michal Leventis et Rabbi Al-Khalil. Timoléon Psycharis, d'origine grecque, était aussi en fuite lors de la rafle policière de 2012. 3 semaines plus tard, on a retrouvé son corps torturé et défiguré dans une ville à l'est d'Athènes. Les journaux grecs mentionnent la présence dans leur pays des cartels mexicains pour expliquer sa mort. Frédéric Lavoie, qui n'était même pas connu des services de police de sa région, s'est retrouvé dans ce groupe. Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous laissait penser que Frédéric Lavoie pouvait un jour rentrer dans des affaires louches? Vu de l'extérieur, on s'imagine que c'est des gens qui sont méchants pour être à ce niveau-là. Non, il n'y avait pas ça en lui. Je l'ai jamais vu être vraiment méchant avec quelqu'un. Je vois pas comment il aurait pu faire sa place là-dedans. C'était quelqu'un de bien, qui était protecteur. Les femmes l'adoraient. Quelqu'un d'attentif et qui aimait prendre soin des autres aussi. Dans un message crypté, écrit par Lavoie sous le pseudonyme de King, il réagit à la mort accidentelle d'un complice. Si tu savais comment j'étais proche de lui, c'était un gentil, lui. C'est pas comme mes autres chums qui font du mal. Et à quel moment tu t'es rendu compte que son style de vie était comme au-delà de ce que normalement ça devrait être? Quand je l'ai vu aux nouvelles, comme quoi il était recherché. Lorsque son corps est identifié en juin 2014, les témoignages de ses amis sur Facebook ne trompent pas. Fred. Tu vas me manquer énormément, mon frère. Je garderai toujours de bons souvenirs. Il y a de ces gens qui nous marquent et des événements qu'il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Sale vie. Les sujets de Frédéric Lavoie nous intéressent surtout du côté humain. On essaie de faire un parcours de sa vie. Nous avons contacté sa famille et ses amis, mais peu d'entre eux ont accepté de nous parler. La douleur est toujours vive et parfois les sentiments sont ambivalents. Cette personne a appris que Frédéric avait parfois caché de l'argent chez elle, à son insu. Est-ce qu'il vous a aussi quelque part utilisé? Il a causé du tort, des répercussions. Autant sa famille, ses amis, pas mal tout le monde. Puis oui, on se sent trompé là-dedans, c'est sûr. Puis je me demande, moi, c'est où le changement s'est fait? À quel moment dans sa vie, dans sa tête, est-ce qu'on est devenu moins important que ses propres buts? Dans les dernières années, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais les fois où je l'ai vu, c'était impossible, même pendant un dîner ou une rencontre, d'avoir son attention plus que 30 secondes à la fois. Parce que bon, il y avait 3-4 cellulaires, il était tout le temps pressé. Il était juste concentré sur ses conversations avec ses 3-4 téléphones en texto. Fait qu'on voyait là que tout ce qu'il vivait était très préoccupant. Lavoie avait fait un voyage en Colombie à l'automne 2012. Il veut alors développer un réseau d'importation de drogue. Dans un enregistrement réalisé à son insu, il révèle à son bras droit avoir formé une compagnie pour exporter de l'équipement mécanique en Colombie. J'achète des moteurs et des équipements que je cherche là-bas. Je viens de voyager, ça fait un petit peu maintenant. Comme Frédéric Lavoie a été tué en Colombie, nous avons demandé au général Oscar Naranjo, décoré pour avoir combattu des trafiquants toute sa
En tant qu'ancien policier aujourd'hui à la retraite, je peux vous mentionner 3 ou 4 choses qui ont attiré mon attention. D'abord, l'âge de ce garçon. Comment a-t-il fait pour se bâtir si rapidement une carrière criminelle et devenir le 6e criminel le plus recherché au Canada? Frédéric Lavoie est recherché en vertu d'un mandat international, un code rouge. C'est-à-dire, lorsqu'on l'identifie, on doit l'arrêter. Avant même qu'il entre en Colombie, les autorités sont prévenues. Il voyage avec un passeport des Bahamas sous une fausse identité. Derrière un faux passeport, il y a une structure criminelle sophistiquée qui, dans ce cas, a aidé ce Canadien à venir en Colombie. Alors, on peut conclure qu'on parle ici d'une organisation criminelle transnationale. Nos sources nous confirment que Frédéric Lavoie avait des contacts en Colombie. Finalement, s'il est arrivé en Colombie, c'est parce qu'auparavant, il avait eu des contacts au plus haut niveau. Je crois qu'il avait réussi à contacter un capo, un chef du narcotrafic reconnu et recherché en Colombie. Le contact de Frédéric Lavoie dans ce pays aurait été le narcotrafiquant Daniel Barrera, une vieille connaissance du général. Cet individu est devenu en quelque sorte mon obsession. Il est connu dans le monde criminel sous le nom de Loco Barrera. Loco Barrera, alias le Fou, a été arrêté au Venezuela avant que Lavoie ne parte en cavale. Il a été extradé aux États-Unis. Comment Frédéric Lavoie aurait connu celui qu'on considérait comme le nouveau Pablo Escobar? Impossible de le savoir. Lorsque Lavoie entame son dernier voyage, Barrera est en prison, son organisation au Canada est décimée et la police est à ses trousses. Son rêve de richesse est sur le point de se briser. On présente souvent une seule facette du narcotrafic. On peut devenir immensément riche grâce à la drogue. Faire de l'argent est devenu la principale motivation des jeunes, comme celui-ci, qui croient qu'ils peuvent devenir très riches du jour au lendemain. Peu importe qu'ils courent le risque de mourir. Après la pause, le casse-tête prend forme et on s'approche de la vérité sur les circonstances de la mort de Frédéric Lavoie. Medellín est aujourd'hui une destination touristique recherchée, mais elle cache toujours une autre réalité. La plupart des touristes viennent profiter de la ville, de son climat et de la gentillesse des gens. Quelques-uns viennent pour la drogue, les femmes et le sexe. Drogue et sexe, la combinaison parfaite pour les touristes qui cherchent ce qu'on appelle la rumba dura. Ici, c'est bon pour les affaires. La rumba, les femmes, l'exploitation sexuelle, les pédophiles, la pornographie infantile. Ici, c'est la nouvelle Las Vegas. Mais il y a aussi ces étrangers, dont des Canadiens, qui viennent ici pour s'associer à des organisations criminelles. Parfois, ils y laissent leur vie. Depuis 2016, 4 étrangers ont été assassinés ici. Ils étaient reliés au trafic de drogue et à la pédophilie. Un trafiquant est prêt à tout pour atteindre son but. Il n'hésite pas à faire pression sur les gens. Il peut aller jusqu'au meurtre. Selon les autorités colombiennes, Frédéric Lavoie est entré dans le pays 5 semaines avant sa mort. Mais les derniers jours, il serait tombé dans les mains des collecteurs de dettes de la mafia à Medellín. L'enquête nous montre que sa mort a probablement un lien avec un recouvrement d'une dette reliée au narcotrafic. Dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui ne pardonnent pas. Si cet homme devait de l'argent et qu'il n'a pas payé,
Il est arrivé ce qui devait arriver. Enquête a appris que, juste avant sa mort en Colombie, un envoyé de Lavoie ramassait de l'argent au Canada pour lui. Et je pense qu'il allait voir aussi plusieurs personnes pour de l'argent. Est-ce que Fred en avait besoin parce qu'il était en cavale ou il le devait à... Je sais pas, j'ai aucune idée. Pourquoi il avait besoin d'argent? Aucune idée d'où ce qui était non plus. Pourquoi Frédéric Lavoie a-t-il été assassiné? Première hypothèse, le démantèlement de son réseau a entraîné des pertes de millions de dollars pour les organisations criminelles qui en faisaient partie. Deuxième hypothèse, l'homme qui a infiltré l'organisation et qui témoigne maintenant au procès était le bras droit de Frédéric Lavoie. L'infiltrateur racontait à la police ce que Lavoie lui confiait bien naïvement. L'opération s'appelle le CAS pour cette raison. L'inexpérience de Lavoie a peut-être aussi joué un rôle. Le grand risque est celui de transiger, comme vous avez dit, dans la cour des grands, dans une matière où ce que tu n'as pas tellement l'habitude de faire et que l'erreur est impardonnable. Et comment expliquer le traitement cruel infligé à Frédéric Lavoie? En Colombie, c'est la façon typique de la mafia pour punir les trahisons. Et en laissant le faux passeport, ceux qui l'ont assassiné voulaient qu'il soit identifié pour envoyer un message à ses associés au Canada. C'est la mafia qui est derrière ça. Des gens très puissants que ça dérange et qui, même des années plus tard, ne veulent pas qu'on en parle. Ça a alerté tout le monde. L'enquête des autorités colombiennes n'a rien donné jusqu'à maintenant. On est encore à l'étape de l'enquête préliminaire. Nous n'avons pu identifier ni l'auteur du meurtre, ni la personne qui l'aurait commandité. Curieusement, chaque fois qu'on parle de Frédéric Lavoie, nos sources nous parlent d'un autre Canadien, bien vivant celui-là. Ce Canadien dont on parle est ici, à Medellín, depuis longtemps. On connaît bien ses activités. Il s'appelle Brent Ron William Araxing, un jeune homme de 32 ans, originaire de Toronto. Il trempe dans le trafic de drogue, mais aussi dans d'autres activités criminelles. Nous avons clairement identifié deux organisations criminelles transnationales qui se disputent les activités illégales en Colombie, surtout à Medellín. Cet homme est à la tête de l'une d'elles. On le surnomme El Gringo. Il est entré en Colombie en 2009 avec un faux passeport lituanien. Toutes nos sources à Medellín sont convaincues que Lavoie ne pouvait pas être ici sans qu'il le sache. Il a son propre gang, un groupe puissant qui appartient à un autre, plus grand. Il a ses gardes du corps, ce sont ses hommes de main, ses sicarios. Et il les aurait aussi payés pour assassiner d'autres étrangers. Araxing vient d'être condamné en Colombie à 15 ans de prison pour des abus sexuels sur des mineurs. La police voulait l'interroger sur les meurtres d'étrangers à Medellín et particulièrement sur celui de Frédéric Lavoie. Mais il a disparu dans la nature. Son avocat a obtenu qu'il purge sa peine à la maison pour des raisons de santé. Il s'est évadé, s'est débarrassé de son bracelet électronique et a fui on ne sait où. Cette piste n'a donc rien donné. Avant que notre équipe quitte la Colombie, on apprend que 2 personnes ont été arrêtées dans l'affaire Lavoie. Effectivement, nous avons arrêté 2 policiers qui auraient été engagés pour faire disparaître le corps du Canadien le jour où il a été tué. Ces 2 personnes ont déjà comparu devant un juge. Ils ont été formellement accusés. Les 2 policiers ne sont pas accusés de meurtre. Ils disent ignorer qui a assassiné Lavoie. Quant aux commanditaires possibles, on pense au cartel mexicain. Ils fournissaient la cocaïne transportée par les roulottes jusqu'au Canada. Ils ont perdu beaucoup dans l'opération Le Casse. L'argent,
mais surtout une porte d'entrée pour acheminer la drogue. L'organisation criminelle est en droit d'avoir des réponses. Et souvent, on va convoquer ces personnes-là dans le pays instigateur, dans le pays d'où vient la drogue, que ce soit la Colombie, le Mexique ou autre pays producteur. Et puis, si les réponses ne satisfont pas aux besoins, mais il y a des grosses chances que ces personnes-là, ici au Canada, vous ne les revoyez plus jamais. On ne sait pas qui est le cerveau derrière l'assassinat de Frédéric Lavoie, mais notre enquête a au moins permis de savoir que ce meurtre ne peut s'expliquer par une transaction qui a mal tourné. Je n'ai jamais connu des narcotrafiquants prospères qui soient encore en vie ou qui soient riches. Ils finissent pauvres ou en prison ou morts, assassinés par des gens de leur organisation. Toute cette histoire, c'est une grande tragédie. Frédéric Lavoie avait choisi la vie qu'il menait. Quand ils ont appris sa mort, ce fut un choc pour ses proches qui ont souffert d'avoir perdu celui qu'ils aimaient profondément. Il n'a pas été élevé dans un milieu criminel. Ça a dû être dur de ce côté-là. Ma grande inquiétude, c'est que cette consommation des drogues alimente la violence. Et cette violence peut mettre fin à la vie des jeunes comme ce Canadien qui est venu mourir dans un pays étranger, loin de sa famille et de son pays, assassiné par la mafia. Il y a des développements récents dans notre enquête. On vous dit de quoi il s'agit dans un instant. On est de retour à enquête et Martin, on attend encore le procès des policiers qui sont accusés d'avoir essayé de faire disparaître le corps de Lavoie. Effectivement, ça risque de ne pas aboutir. La raison, c'est simple. Les témoins qui devaient être présents ont simplement disparu. Comme par hasard. Et il y a aussi une personne que vous avez interviewée dans votre reportage qui a eu des problèmes après votre passage. Effectivement, le responsable de la sécurité de Medellín, c'est lui qui vous venez de voir dénoncer la présence de la criminalité canadienne sur place, qui dénonce la mafia, s'est fait arrêter il y a quelques jours par les autorités colombiennes qui l'accusent d'avoir des liens avec la mafia. Décidément. Alors, sur une note plus joyeuse, on a eu une belle semaine en enquête parce qu'on a remporté 4 prix Gémeaux, notamment pour la meilleure émission d'affaires publiques. On a reçu plusieurs félicitations de votre part, alors merci, on est très contents. Oui, ça nous fait très plaisir, vos félicitations, parce qu'évidemment, cette émission-là, on l'a fait pour vous. Elle est déjà terminée, mais revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.